Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. Bienvenue au Grand Dialogue. Ce soir, nous allons parler du changement climatique au Mali, une problématique qui reste un défi majeur pour le pays, même si certains spécialistes la voient comme une opportunité. Le sujet a été largement débattu au cours de la 7e édition du Forum environnemental national FENA, tenu à Bamako, et qui avait pour thème la finance climatique, la transition énergétique et les emplois verts pour une paix durable au Mali. Nos invités sur ce plateau, Maman Zakara de Malifox Center, Ahmed Sekou Diallo, président de l'ONG AFAD, Dr Sidi Lamine Bagayugo, universitaire. Je suis Fatmata Togola. Le grand dialogue. Bienvenue au Grand Dialogue. Nous allons ouvrir les débats avec vous, Monsieur Diallo. Alors, selon vous, quels sont les défis liés au changement climatique pour le Mali ? Les défis, merci Madame de nous avoir invités à ce débat du Grand Dialogue. Nous saluons les participants à ce débat et puis les auditeurs. Les défis au niveau du changement climatique sont multiples. Mais je crois qu'un des défis majeurs, d'abord, c'est la communication. Parce que beaucoup entendent parler de changement climatique et ne connaissent pas ce que c'est que le changement climatique et ne peuvent pas s'approprier les actions qui sont menées ou les politiques que dresse le gouvernement malien. Donc, d'autres défis aussi. Le financement, parce que pour pouvoir relever, atteindre la lutte contre le changement climatique, il faut les moyens humains, moyens matériels et beaucoup d'autres de moyens. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu qu'est-ce que c'est concrètement le changement climatique ? Bon, terre à terre, moi je dirais que, comme son nom l'indique, en fait c'est... si on voit, par exemple, la pluviométrie, les températures et tout, il y a eu des changements importants qui ont fait qu'il y a des décalages, par exemple, quand il s'agit de l'hivernage, il y a des décalages quand il s'agit de la pluviométrie. Souvent c'est important, souvent c'est minime. Ça ne se fait pas aussi dans les temps normaux et autres. Donc je ne prendrai pas des définitions théoriques, mais pour que l'auditeur puisse nous comprendre. Donc c'est vraiment des changements qui perturbent notre vie parce que actuellement nous sommes soumis du fait de ces changements climatiques. Par exemple, on ne peut pas récolter ce qu'on récoltait avant, les productions sont moindres et puis bon, il y a beaucoup de dégâts aussi qui sont causés, inondations et autres, quoi. D'accord, pas de problème. Alors, et vous, M. Bagayugo, qu'avez-vous ajouté par rapport aux défis ? Et moi, je dirais globalement, les défis du changement climatique pour le Mali, c'est la conscientisation. Il faut que les gouvernants d'abord puissent prendre conscience qu'est-ce que c'est que le changement climatique. Sinon, déjà, les populations, pas les populations urbaines, mais les populations rurales ont toujours compris qu'est-ce que c'est que le changement climatique, même si ils n'ont pas automatiquement, systématiquement un moyen de les indiquer. Ça veut dire quoi? Il faut dire à tout le monde qu'est-ce que c'est que le changement climatique et il faut prendre les devants. Il faut faire des actes d'abord. Il ne faut pas seulement parler des changements climatiques pendant que nous sommes en train de prendre des actes qui sont contraires même à la protection de l'environnement et du climat. Parce que pourquoi je dis cela? Quand nous prenons historiquement, l'homme, même en tant que vivant, s'est toujours nourri de son environnement. On sait qu'au début, l'homme a été cueilleur, chasseur, et puis après, il est devenu agriculteur, et puis paysan, ainsi de suite. Et c'est après cela maintenant que l'homme même a essayé de dire qu'il va, par cupidité même, il va essayer de garder quelque chose maintenant. C'est en ce moment que l'homme a commencé à détruire son environnement. Mais même si vous allez aujourd'hui, pour revenir dans notre cas, dans les villages, vous allez voir que, comme M. Diallo l'a dit tantôt,
les habitants ils vont se dire qu'il y a 30 ans de cela, 40 ans de cela, il y avait de l'eau dans notre mare, il y avait de l'eau, le marigot était rempli, on pouvait avoir des poissons dans la rivière, mais aujourd'hui, on n'arrive plus à voir. Ça veut dire qu'eux-mêmes, ils voient les effets du changement climatique directement. Donc pour cela maintenant, il faut conscientiser tout le monde parce que dans la vie urbaine, on peut même dire, peut-être nous allons y revenir, nous pouvons dire que le tissu social même a été détruit à cause du changement climatique. Comment? Parce que les gens n'arrivent plus à avoir assez de nombre de tonnes de maïs, de riz ou de mil dans leur environnement social, dans leur village. Donc ils sont obligés maintenant, pour nourrir, pour subvenir aux besoins de la famille en céréales, ils sont obligés de migrer pour aller faire d'autres travaux et envoyer l'argent. Donc déjà ça détruit le tissu familial, donc les villages ont été complètement vidés. La responsabilité sociale même des chefs de village ne sont plus parce qu'ils ne sont plus capables de nourrir. Donc ce qui veut dire qu'ils sont déjà conscients des effets du changement climatique. D'accord. Et vous, M. Zakara, qu'en dites-vous? Alors, ce que je peux ajouter, c'est que en termes de défis, d'abord, c'est la finance. La finance climatique, je pense au cours des forums, on a beaucoup débattu de ça. Aujourd'hui, les besoins sont énormes en termes d'adaptation, en termes d'atténuation, mais ce qui ne suit pas, c'est cette mobilisation aujourd'hui des moyens pour faire face à cela. On fait beaucoup de rencontres, beaucoup de forums, on identifie les moyens qu'il faut, mais concrètement, de la mise en œuvre de ces moyens, ça part par réalité vers la résilience de la communauté. Donc le premier défi d'abord, c'est comment mobiliser le maximum de financements pour faire face aux défis du changement climatique, parce que déjà les conséquences sont là. On a parlé beaucoup d'immigration, on a parlé d'insécurité, on a parlé de toutes sortes aujourd'hui des problèmes aujourd'hui qui se trouvent dans nos communautés. Donc, ce qu'il faut aller très vite régler, c'est comment toutes les promesses que nos partenaires de développement ont promis, comment les mobiliser et les amener plus aux personnes qui ont réellement besoin de ces moyens. Mais quels sont les secteurs ou les zones les plus touchées? Alors, très rapidement, dans un pays très vulnérable comme le Mali, qui est aussi un pays en voie de développement, d'abord c'est l'agriculture. L'agriculture avec Grand A, nous sommes dans un pays où la population, l'écrasante majorité de la population vit des ressources naturelles. Donc nous sommes au gré des pluviométries, au gré des saisons. Donc la première préoccupation des populations d'abord, c'est la question de l'agriculture. Comment satisfaire l'autosuffisance alimentaire au niveau des populations. Et le deuxième défi, c'est le défi énergétique. Nous avons un pays qui est en voie de développement et nous avons aussi le déficit énergétique qui est énorme. C'est pourquoi, au cours du forum, on a beaucoup parlé de comment concilier le développement et la lutte contre le changement climatique. Et on a dit que c'est des domaines qui partent de pair. On ne peut pas parler aujourd'hui de lutte contre le changement climatique sans parler aussi de l'urgence au développement qu'on a besoin dans nos pays. D'accord. Monsieur Diallo, que pensez-vous des propos de Monsieur Zakara concernant les énergies? C'est la réalité. Malheureusement, nous avons tout le potentiel pour pouvoir exploiter les énergies renouvelables, mais je ne sais pas, par vision ou par mauvaise politique, nous sommes toujours en train d'utiliser les énergies fossiles et autres énergies qui contribuent à détériorer l'environnement et à favoriser le changement climatique. Et concernant les secteurs et les zones les plus touchées? Effectivement, il a parfaitement raison, c'est l'agriculture avec Grand A, c'est-à-dire l'agriculture, l'élevage, tout ce qui tourne autour. Parce que quand on parle de pluviométrie, ça va plus pour l'agriculture. Ça concerne notre nourriture à nous. Ça concerne aussi la nourriture des animaux et autres. Et vous savez que l'élevage est beaucoup touché aussi dans le cadre des problèmes de changement climatique.
Donc je suis très d'accord avec lui. Donc les grands défis, ça rejoint ce que nous disions, c'est la communication, c'est l'agriculture, c'est le financement, surtout le financement, parce que quand on n'a pas les moyens de sa politique, ça devient aussi très, très dangereux. Et puis l'énergie. Si nos gouvernants ont vraiment une bonne vision, on peut arriver à arrêter les problèmes, à s'adapter aux problèmes liés au changement climatique. D'accord. Écoutons professeur Yuba Sokona, vice-président de JUSC, qui a participé à la 7e édition du FENA. Comme nous sommes une jeune nation qui est en construction, la problématique du changement climatique doit être corps avec le développement. C'est les travers du développement qui génèrent le changement climatique. Si on est à la phase initiale, on peut anticiper la problématique du développement. C'est un pays comme le Mali, on a très peu de possibilités de réduction des émissions de gaz à effet de serre parce que nos émissions sont très très minimes. Et on peut éviter les émissions de gaz à effet de serre, c'est-à-dire en construisant notre système énergétique totalement différemment de ce qui existe dans les pays industrialisés, en organisant nos systèmes d'urbanisation pour réduire la mobilité et pour faire en sorte également que le système agricole, son développement également soit sobre en émissions de gaz à effet de serre. C'est la raison pour laquelle, fondamentalement pour des pays en développement et notamment les pays africains, la problématique du développement du changement climatique se pose comme le développement d'abord. C'est-à-dire c'est le programme de développement, nos perspectives de développement, faire en sorte que la contrainte climatique est prise en compte. Et on s'achemine également vers une trajectoire de durabilité. Alors, M. Bagayoko, que pensez-vous de cette réaction ? Moi, je pense qu'il a raison, parce qu'il faut obligatoirement aujourd'hui que nous pensons à une transition énergétique. C'est-à-dire, il faut éviter au maximum que si nous pouvons minimiser la façon d'utiliser, par exemple, nous pouvons profiter, comme il le disait Diallo, nous avons un potentiel, par exemple, ici dans nos pays, en matière d'eau, par exemple, nous pouvons utiliser l'énergie hydraulique, nous pouvons utiliser surtout l'énergie solaire parce que nous avons le soleil 12 mois sur 12 au Mali pratiquement, donc nous pouvons profiter de cela, donc nos besoins énergétiques, parce que nous aurons obligatoirement des besoins énergétiques, mais par contre d'un côté je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui. Par exemple, quand on dit par exemple les mobilités dans les villes, s'il y a un développement démographique, un boom démographique, il faut que nous nous préparons en conséquence. Ce n'est pas obligatoirement d'éviter ou de retourner en arrière, nous avançons, mais nous devons combiner l'évolution, c'est pour cela que j'ai parlé de transition énergétique, nous devons combiner, c'est ça le développement durable d'ailleurs, combiner les développements que nous sommes, que nous voulons. Ce n'est pas le développement d'un modèle américain ou états-unien ou je ne sais pas canadien ou européen, mais le développement que nous voulons. Nos spécialistes par exemple qui sont là, qui travaillent dans les ONG, qui travaillent dans les villages tous les jours, de voir comment est-ce que nous pouvons combiner les modèles de développement que nous voulons avec nos moyens énergétiques. Je parlais tantôt de l'eau et puis du soleil, mais aussi en parlant des villes, il ne s'agit pas de retourner au payotte ou bien de retourner en bango, mais même si nous restons en utilisant le ciment et le sable par exemple, même s'il y a beaucoup de chaleur, mais il faut que nous partions vers par exemple des moyens d'étanchéité, mais en plus de cela, nous pouvons aussi faire profiter avec la capacité que nous avons si nous allons investir dans les solaires, parce que ça va créer de l'emploi. Mais si nous devrons retourner en arrière, parce que nous disons que nous sommes hyper développés, que cela a des conséquences sur le climat, ça ne peut pas aller parce que ça va encore casser des emplois, ce qui est un autre défi. Mais nous devrons créer beaucoup plus, nous devrons faire profiter des énergies renouvelables pour créer autant d'emplois ou même plus d'emplois qu'avec les énergies fossiles. D'accord. Alors, M. Zakara, oui, allez-y. Oui, je suis parfaitement d'accord avec lui. C'est qu'il a partagé, je pense que c'est une vérité. Il faut un changement de paradigme. Aujourd'hui, nous sommes des pays très faibles en termes de développement et des pays aussi qui ont des opportunités.
Donc comment nous pouvons utiliser tous ces potentiels qu'on a en termes des énergies renouvelables, dans un premier temps s'adapter à ces effets des changements climatiques néfastes sur nos communautés, et aussi de l'autre côté, avec ces énergies renouvelables qu'on a, c'est de développer aussi nos villes, de développer aussi nos campagnes, c'est d'accroître aussi notre niveau de développement. Je pense que c'est extrêmement important d'aller vers ce schéma, vers cette approche, en luttant contre le changement climatique, si nous développons le potentiel de nos énergies renouvelables qu'on a, donc ça nous part carrément de pair que nous concilions le changement climatique et puis notre propre développement qu'on a besoin. Juste un exemple en termes d'expérience que Mali Folk Center fait sur ce domaine, nous mettons en place des mini-centrales, hybrides solaires au niveau de certaines localités et des petites communautés. Vous ne pouvez pas croire, avec juste cette petite unité, ce que ça crée au niveau de cette communauté, au niveau de ce village. Rapidement, en 2 ou 3 mois, vous allez voir que beaucoup des activités économiques se développent. Le niveau des vies des populations aussi s'améliore. C'est pour dire que c'est important d'utiliser ces ressources renouvelables pour nous faire face aussi à ces effets de changement climatique. D'accord. Alors, M. Diallo, que pensez-vous du fait d'une parfaite symbiose entre la modernité et le changement climatique? Merci d'abord. Permettez-moi de saluer vraiment tout ce que fait Yuba Sorna pour l'Afrique et pour le monde dans le cadre de la protection de l'environnement. C'est des actions salutaires où il doit nous inspirer, il doit pouvoir être un repère pour la jeunesse et que tout le monde s'inspire de ce qu'il est en train de faire. Je dirais que je lui donne entièrement raison quand il dit que c'est d'abord une question de développement. Oui, parce que les personnes les plus impactées par le phénomène du changement climatique, c'est les femmes, c'est les jeunes, c'est les personnes vulnérables. Et pour pouvoir solutionner ou bien apporter la résilience à ces personnes-là, il faut vraiment des actions de développement. C'est des actions de santé, c'est des actions d'éducation, c'est des actions d'activités génératrices de revenus, c'est le développement rural. C'est pourquoi je lui donne entièrement raison. Bon, maintenant, par rapport à la modernité, c'est vrai, il faut s'adapter. Il faut s'adapter parce que si vous regardez nos villes actuellement, ou bien même nos cités au niveau village et tout, nous construisons n'importe comment. Des maisons se trouvent dans les bas-fonds, il suffit qu'il pleuve, c'est des inondations, c'est des dégâts. Donc il faut vraiment qu'on organise notre évolution au niveau démographique, au niveau urbain et tout, que ça s'adapte à vraiment des choses d'assez durables. Quand on construit un bâtiment, qu'on se dise que toutes les normes techniques doivent être prises en compte de telle sorte que ce bâtiment-là puisse résister au choc. Et c'est ça, normalement, une bonne vision que nos autorités doivent avoir. Et dans tout ce que nous bâtissons, dans tout ce que nous faisons, avoir des plans architecturaux qui répondent aux normes, avoir des bâtiments qui répondent aux qualités. Vraiment, c'est se professionnaliser dans tout ce que nous faisons. D'accord. Alors, M. Sagara, selon vous, quel est le lien entre changement climatique et développement durable? Oui, le lien, je pense qu'on a déjà évoqué ça. Le lien, c'est que nous sommes partis d'abord dans un modèle qui a créé les changements climatiques. Les pays industrialisés, ils ont profité au XIXe siècle, utiliser des technologies qui ont beaucoup créé un déséquilibre au niveau de notre climat. Il s'est avéré maintenant que ces technologies aujourd'hui, on peut les changer. Les technologies aujourd'hui sont disponibles, que le même schéma que l'Occident ou bien les pays occidentaux ont pris pour se faire développer. Aujourd'hui, on peut utiliser des technologies à faible émission de carbone pour qu'on puisse aussi se développer. Donc c'est pour dire qu'on peut aller aujourd'hui vers un développement, mais un développement sobre
en carbone et un développement aussi qui n'a pas assez d'impact sur l'environnement. Et je pense que ce lien est important. Et aujourd'hui, c'est une chance pour les pays africains qui n'ont pas atteint ce niveau de développement avec ces genres de technologies qui ont des impacts sur l'environnement. Mais on a cette chance aujourd'hui d'utiliser ces nouvelles technologies qui nous permettent d'avoir un développement, mais un développement qui est propre et sobre en carbone. D'accord. Oui, monsieur Bagayogo, vous voulez ajouter quelque chose? Et oui, bien sûr. J'allais dire que le capitalisme sauvage a sans nul doute menacé les générations futures. Pas même les générations futures, mais les générations présentes. Le développement anarchique des industries a fait aujourd'hui que nous, même chez nous au Mali, parce que c'est ce cas qui nous intéresse, nous disposons de véhicules diesel, même dépassés, qui émettent de la fumée partout. Et les gens sont aussi aujourd'hui victimes des maladies cancérogènes, des maladies respiratoires et d'autres maladies. Donc ça, ce sont les effets, n'est-ce pas, de ces développements anarchiques. Même, obligatoirement, nous devrons nous dire que pour les générations futures, il faut un développement durable. Obligatoirement un développement, comme nous l'avons déjà souligné, qui se concilie avec le développement économique. Un développement économique qui est là et que nous développons bien sûr, mais que les générations futures aussi soient protégées. Et nous-mêmes, générations présentes, que nous soyons en bonne santé, que nous mourons au moins en bonne santé, nous pouvons dire qu'il y a un avenir. D'accord. Selon Dr Ibrahim Togola, le changement climatique est aussi une opportunité pour le Mali. Écoutons-le. Aujourd'hui, avec les perturbations climatiques, on ne sait pas quand on va s'aimer, on ne sait pas si jamais on va récolter, parce qu'on ne suit plus la pluviométrie. Qu'est-ce qu'il faut maintenant? Il faut une nouvelle école et il faut aller sur des pratiques anciennes qui nous amènent maintenant dans l'innovation et la créativité. Et donc ça devient un impératif de revoir nos modes d'éducation, nos modes de planification et nos modes de conception pour maintenant prendre en compte de nouvelles dimensions beaucoup plus holistiques, beaucoup plus larges pour pouvoir vraiment aller de l'avant. En parlant d'opportunités, est-ce que vous pensez à des emplois verts qui pourraient être créés pour des jeunes? Exactement. Donc maintenant dans cette innovation, c'est maintenant de nouveaux métiers qui émergent, c'est des nouvelles opportunités pour la jeunesse, des nouvelles opportunités pour l'Afrique dans lesquelles nous pouvons aussi commercialiser, développer, diffuser dans le monde entier. Donc c'est ça l'opportunité climatique que nous devons choisir. Kankou Moussa, ou d'autres disent Mansa Moussa, a fait un pèlerinage à la main, il a amené une architecture qui est toujours là, qui est appelée l'architecture du Soudan. Donc où les maisons, la température ambiante est toujours maintenue. À Tombouctou, à Djenné et partout, nous devons retourner à cette école qui nous appartient. Alors, Monsieur Diallo, êtes-vous d'accord avec cette analyse de Dr Togola? Très d'accord, parce que en fait, il nous faut positiver. Il ne faut pas prendre le changement climatique comme une fatalité et croiser les bras. Il faut positiver et retourner aussi aux sources, il l'a bien dit. Vous savez, l'Afrique a vraiment des valeurs que si nous retournons vers ces valeurs-là, nous pouvons sortir de beaucoup de choses. Ça pourrait même inspirer, je dirais, nos dirigeants politiques, parce que c'est eux qui doivent montrer la voie. En retournant à nos valeurs, ça peut vraiment nous amener à aller plus loin. La création d'emplois, il l'a dit. Il faut aller vers la création d'emplois verts. Il faut vraiment des mesures draconiennes, parce que le phénomène est tellement important que ce n'est pas de petites mesures qui vont nous permettre de trucs. Face à un problème comme ça, il faut des alternatives. Et les alternatives, il les a posées. C'est d'avoir des trucs d'emploi vert, c'est de retourner à nos valeurs, c'est d'aller vers les énergies renouvelables et laisser les énergies fossiles qui ne font que détruire. Bon, c'est bien d'autres alternatives. D'accord. Alors, Monsieur Bagayogo, êtes-vous du même point de vue que Monsieur Diallo concernant le retour à nos valeurs? Oui, tout à fait. Monsieur Togola a parlé de deux choses. Il a parlé de créativité et d'innovation. Donc, si nous voulons vraiment survivre, il faut innover, donc il faut créer, il faut de nouvelles stratégies pour sortir et pour nous sauver. Ce n'est même pas sortir de ce que nous sommes, parce que c'est comme M. Diallo il dit qu'il ne faut pas voir seulement que le changement climatique est
négatif. Ça peut être positif parce que ça va nous pousser d'innover, de créer d'autres choses, qui va même créer des emplois dans d'autres domaines, des idées que nous avons, mais quand nous sommes acculés, nous ne voulons pas voir notre planète disparaître maintenant, même si ça va peut-être probablement disparaître un jour, mais si nous voulons vraiment nous défendre, donc nous sommes obligés de défendre, et cette défense s'est faite par l'innovation, par la créativité, par la capacité de l'homme depuis le premier jour. D'accord. Alors, M. Zekara, le docteur Togola parlait d'emploi vert. Je pense que c'est une vision qui incarne Togola. Je pense que depuis qu'il a fini ses études, il est revenu au Mali. Et je pense que lorsqu'il a créé même Mali Fox Center, la première chose, c'est les énergies renouvelables. Donc, ça fait plus de 20 ans. Aujourd'hui, il travaille sur ces questions. Comment rendre les énergies renouvelables plus accessibles, surtout pour les communautés aussi qui ne sont pas connectées au réseau, qui vivent dans le milieu rural. Donc, je pense que c'est une vision. Il faut le féliciter. Il faut saluer aussi son leadership par rapport à cette question d'énergie. Et nous pensons qu'aujourd'hui, c'est un risque de se tromper. Le Mali a fait beaucoup en termes de déploiement des énergies. Et là, je pense que c'est grâce aujourd'hui à sa vision, à sa philosophie qu'on a nos richesses. Et nos richesses aussi, on peut les exploiter. Il a parlé d'emplois verts. Oui, les emplois verts, c'est tout à fait normal. Mais c'est quoi? Avec les emplois verts, lorsque vous allez, par exemple, utiliser les énergies renouvelables, vous créez ce qu'on appelle des niches d'emploi. Vous voulez aujourd'hui, dans un village, demander aux personnes de ne plus utiliser aujourd'hui les engrais chimiques. Vous les demandez juste que les déchets, aujourd'hui, on peut les valoriser. Et ça, c'est de l'emploi, vert. Et aujourd'hui, c'est des trucs que la population ou bien que les gens jettent. Mais aujourd'hui, ces déchets, on peut les appeler aussi de l'or. Parce que lorsqu'on valorise ça, ça peut nous donner de l'énergie pour la population. 2, ça peut aussi enrichir aussi nos champs, si c'est valorisé. De l'autre côté aussi, pour les pépinières, aujourd'hui, on crée beaucoup de pépinières pour permettre aujourd'hui de planter aujourd'hui les arbres. Parce qu'aujourd'hui, on n'a plus des arbres. Mais le fait qu'on forme nos jeunes sur ce domaine, ça les permet aujourd'hui d'avoir un emploi aujourd'hui qui est... Mais est-ce des emplois qui n'ont pas d'impact négatif sur l'environnement? Oui, c'est des emplois qui n'ont pas d'impact négatif parce que d'abord, c'est des déchets, c'est des choses qu'on n'utilise plus. Les populations maintenant les récupèrent pour faire des pavés avec, les recycler. Et là, c'est comme on diminue aujourd'hui la charge sur notre environnement. Au lieu qu'on les jette, que ça doit devenir des choses qu'on a des difficultés aujourd'hui à gérer. Aujourd'hui, on valorise. C'est comme vous prenez aujourd'hui le cas de l'assainissement dans nos grandes villes du Mali. Aujourd'hui, lorsqu'on développe aujourd'hui des unités de gestion, de valorisation de ces déchets, aujourd'hui, ça ne sera plus maintenant comme une contrainte, mais ça devient une opportunité. Et cette opportunité, aujourd'hui, on peut l'appeler une opportunité verte. Et ça peut employer énormément de jeunes. Et cela peut contribuer aussi à la création des emplois qui va permettre aussi à la jeunesse, au lieu d'aller prendre des pirogues, de rester chez eux et de développer ce genre d'initiatives. Il y a beaucoup d'emplois dans ce domaine. Il suffit juste qu'on réfléchisse et qu'on les valorise. D'accord, pas de problème. Alors, M. Bagayoko, pourquoi n'arrive-t-on pas aujourd'hui à mieux impliquer la population dans ces différentes actions? Oui, parce que les décideurs ne sont pas conscients. Ils participent au fora, ils participent au colloque par-ci par-là, ils entendent aussi comme tout le monde. Mais est-ce qu'ils sont réellement conscients? Parce que lorsque nous voulons faire impliquer la population, nous devrons montrer d'abord le chemin. Montrer le chemin, ce n'est pas seulement à travers des discours. Ce n'est pas seulement à travers des colloques, ce n'est pas seulement à travers des conférences. Mais il faut poser des actes. Il faut montrer, par exemple, comme il le disait, comment nous voulons aujourd'hui, à commencer d'aujourd'hui, d'assainir nos villes. Ce n'est même pas un moyen, ça doit être une obligation d'assainir nos villes. Et en assainissant nos villes, nous allons investir, parce que là, c'est de là où l'argent vient quand il parle de financement. Il faut obligatoirement mettre des unités sur place pour transformer les déchets qui créent aussi la maladie
pour utiliser ça d'une autre manière pour que ça puisse devenir non seulement du travail à travers la chaîne, mais aussi que ça puisse être des engrais qui seront utilisés dans les champs. Si l'État montre le bon chemin, pas seulement à travers des décrets ou des lois qui disent on va interdire cela ou on va interdire cela, mais en investissant lui-même à travers les communes, en disant que nous allons mettre ces unités dans chaque commune de Bamako. Par exemple, si on met chaque unité de transformation des déchets, on va dire que les déchets plastiques seront ramassés, même ceux qui vont ramasser les déchets plastiques vont gagner quelque chose. Les déchets transformables, par exemple, comme des feuilles d'arbres ou je ne sais pas, les déchets à base que ce soit de la défécation des animaux ou des personnes humaines par exemple, ça peut être transformé en engrais et vendu à moindre coût. Donc non seulement ça crée de l'emploi, non seulement ça maintient, parce que les ONG partout dans le Mali maintenant, beaucoup d'ONG sont sur le terrain, ils forment les populations dans les nouvelles techniques de préservation de la terre. Par exemple, ils disent aux populations de planter des arbres, de ne pas couper tous les arbres ou de mettre des pierres autour pour éviter l'érosion ou de transformer même avec les fumiers qu'on parlait, par exemple des points d'engrais dans leurs champs pour enrichir leur sol. Mais si on commence à assainir nos grandes villes et transformer ces déchets, ça va beaucoup faciliter dans les deux temps et tout le monde va comprendre. Non seulement les populations urbaines sont conscientisées que nous devrons nous développer, mais nous devrons faire attention à notre environnement. Parce que chaque fois quand nous consommons, nous rejetons des déchets et ces déchets deviennent des problèmes et ces problèmes environnementaux, nous n'arrivons pas à les gérer. Donc ce sont les maladies à la suite. Donc maintenant, les populations urbaines vont comprendre parce que les populations rurales ont commencé déjà à bien comprendre à travers les ONG, comme je disais, le fait de laisser quelques arbres dans les plantations, le fait de ne pas laisser l'eau traverser, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais le gouvernement doit être le leader en renforçant, pas seulement à travers les ONG internationales, mais aussi il faut que les ONG locales soient encouragées. C'est parce que c'est seulement le terrain, ce n'est pas la théorie, c'est la pratique. Quand on montre le bon exemple, les gens comprennent pas facilement. Mais quand c'est le discours, on ne peut pas contraindre quelqu'un. Les gens veulent toujours vivre. D'accord. Merci. Alors, M. Diallo, qu'avez-vous à nous dire concernant l'implication de la population? Bon, moi je dirais que nous avons des politiques qui ne sont pas adaptées parce que c'est des politiques qui sont le plus souvent écrites dans les bureaux et non partagées avec la base. C'est écrit dans les bureaux, après on nous appelle à un atelier de validation où il y a une ou deux personnes qui sont là, on va dire que la société civile était là, les acteurs étaient là. Non, il faut que, je l'ai dit au début, que la politique même de la communication même gouvernementale ou bien des ministères change, que les populations à la base soient impliquées dans l'élaboration de ces politiques et stratégies et que ces populations puissent s'approprier cela. Il faudrait aussi mener des actions qui impliquent ces populations. On a parlé d'emploi vert tout de suite. Qu'est-ce qui nous empêche? Nous avons des zones immensément désertiques, des zones très vastes. Pourquoi le gouvernement n'entend pas des programmes pour aller reverdir ces zones-là? Pas des actions spontanées où on parle d'aller reboiser aujourd'hui et après l'essai, il n'y aura même pas de clôture, il n'y aura pas d'arrosage ni rien, mais vraiment des campagnes de reboisement intensif où la jeunesse, par exemple, pendant les vacances est impliquée pour reverdir des centaines et des centaines d'hectares avec un encadrement idéal qui nous assure que ces arbres-là ne vont pas mourir. Si on le fait en quelques années, nous allons voir que le désert sera vaincu, les enfants seront formés et puis dans notre culture, dans nos actes du quotidien, quelque chose aura changé. Tant qu'on n'aura pas changé le comportement de nos populations, le comportement de nos dirigeants, on ne changera jamais. Donc, et les populations, elles sont là, elles n'ont aucune information. Donc, c'est difficile que la politique qu'on est en train de mettre en œuvre, les stratégies qu'on est en train d'écrire soient appliquées.
Il y a vraiment une déphasage. Moi, je veux juste dire que c'est important d'impliquer la population. Je pense que c'est pourquoi au niveau de Mali Folk Center et du réseau climat, nous organisons ce forum. Ce forum aujourd'hui qui constitue un espace de discussion entre les différents acteurs, c'est-à-dire l'État, les partenaires techniques et financiers et aussi la population. C'est-à-dire ce qu'il faut faire, il faut qu'on écoute d'abord la population. Les populations, ils ont besoin qu'on exprime et qu'on écoute leurs problèmes, leurs doléances et leurs besoins. Je pense qu'on avait animé un panel dans ce sens pendant le forum. Oui, comme vous parlez du forum, est-ce que vous pouvez nous parler un peu des conclusions de ce forum? Oui, les conclusions d'abord, je pense que c'est ce qu'on attend de dire. La population demande d'abord qu'ils soient plus impliqués et informés par rapport à tous les engagements nationaux que le Mali a pris. Qu'on commence à décentraliser l'information au niveau local pour qu'eux aussi ils comprennent la dynamique et ils comprennent aussi les défis de l'heure. Le deuxième point important de ce forum, c'est comment faire aujourd'hui de ce forum comme un outil de plaidoyer pour qu'on puisse mobiliser les financements pour la mise en œuvre des engagements pris par le Mali. L'autre recommandation qui a été sortie, c'est qu'on a constaté qu'au niveau du forum, il n'y a pas cette forte implication aujourd'hui de nos amis universitaires et puis de certains services techniques. Il faut que les services techniques soient représentés à un certain niveau pour qu'on puisse faire ces débats croisés entre la population, la collectivité et maintenant faire sortir des recommandations ou bien des points de vue qui sont importants et qui arrangent tout le monde. Et je pense que ce sont ces quelques conclusions qui ont été prises et qui seront mises en œuvre au cours de toute l'année. D'accord. Alors, M. Bagayoko, qu'avez-vous à me dire par rapport à ces conclusions-là? Que pensez-vous de ces conclusions? Oui, et je vais dire tout simplement que toutes les décisions humaines, toutes les activités humaines, c'est-à-dire toutes les avancées acquises par l'homme sur Terre, il faut s'entendre d'abord. On ne peut pas s'entendre si on ne se regroupe pas. Donc, c'est toujours la façon inclusive d'aller d'abord vers les acteurs. C'est ça la meilleure manière. Parce que les acteurs au niveau local savent leurs problèmes. Mais au niveau national aussi, l'État sait quel est le problème global. Il parlait tantôt, M. Diallo, par exemple, de reverdir les zones qui ne sont pas... qui n'ont pas d'arbres, de les entretenir. Mais je dirais aussi qu'il y a d'autres choses. Par exemple, il y a l'énergie éolienne, n'est-ce pas? Dans les espaces vides où il y a beaucoup de vent, n'est-ce pas? On peut, n'est-ce pas, produire facilement aussi l'énergie éolienne. Mais comme M. Zakaria a dit, il faut tout commencer par la base. Il faut avoir l'acceptation, il faut avoir l'engagement, il faut avoir l'évolution dans des stratégies de population locale. Comme ça, tout marche. Quand on vient, on va imposer parce que ça a été décidé au niveau de la conférence des Nations Unies pour l'environnement ou la commission des Nations Unies pour l'environnement et on vient imposer. Les gens ne vont pas comprendre. Ça sera une brutalité. Mais pour éviter cette brutalité, il faut une manière inclusive, écouter tout le monde et écouter les conclusions. Et comme ça, nous allons décider comment faire de notre environnement parce que nous serons conscients que c'est notre avenir en commun et rien ne peut marcher si nous n'avons pas un avenir en commun. D'accord. Alors, M. Diallo, que pensez-vous de cette centrale thermique de Sirakoro qui va fonctionner avec du fioul lourd? C'est ce que je disais tantôt. Il faudrait qu'on se base sur nos potentialités et d'arrêter de copier les autres pays. Bon, c'est vrai que pour avoir un certain niveau de développement, il y a des priorités. C'est vrai que l'énergie actuellement, c'est une priorité au niveau du Mali. Mais ayons une vision pour dire pas n'importe quelle énergie. Allons vers les énergies renouvelables. C'est à la portée de nos moyens. Nous avons la technicité nécessaire, nous avons les moyens nécessaires pour pouvoir le faire et on ne va pas détruire l'environnement. Moi, je ne suis pas du tout d'accord par rapport à ça, bien qu'il est urgent, parce que nos populations aussi
sont dans l'urgence en matière d'énergie. Il y a des zones qui sont très très défavorisées. Même Bamako, on assiste déjà à des coupures intempestives. Bon, c'est vrai qu'il faut avoir de l'énergie, mais moi je ne dirais pas n'importe quelle énergie. Donc je suis contre. D'accord, il n'y a pas de problème. Difficulté d'intégrer beaucoup de Maliens au GIEC selon le professeur Yuba Sokona. Je vous propose de l'écouter. Non, le GIEC ne fait pas d'études, le GIEC fait une synthèse des travaux scientifiques. Et on essaie également d'intéresser les scientifiques, les universitaires maliens pour intégrer le travail du GIEC. On a quelques difficultés à pouvoir le faire. Il faut avoir fait des publications scientifiques. Il y a des critères. Ce n'est pas parce qu'on dit qu'on est universitaire, on est scientifique, qu'on est choisi. Il faut que la candidature soit proposée. Il faut également qu'on ait fait des publications dans des domaines et sur des questions assez spécifiques et à partir desquelles on fait le choix. Alors, M. Bagayogo, que pensez-vous de cette réaction? Il a tout à fait raison, c'est ce que M. Zakaria disait tantôt. C'est-à-dire, lorsqu'on n'implique pas les vrais acteurs, les premiers acteurs, parce que quand on parle d'abord au niveau international, parce qu'il parlait du GIEC, parce que ce sont les chercheurs du monde entier qui se sont retrouvés. Donc au niveau local aussi, il faut intéresser les chercheurs qui ont fait des publications. Ça veut dire qu'ils ont une connaissance pointue dans les domaines. Et ça va encore aider. Non seulement ça va les encourager à persévérer, à faire d'autres recherches, comme il a dit, parce que ça va encourager d'autres chercheurs qui n'ont pas fait encore des recherches dans le domaine. Ça va les intéresser, ça va les dire qu'aujourd'hui, le développement du pays en dépend. D'un point de vue éthique, ils doivent travailler dans ce sens, mais d'un point de vue développement personnel, intérêt intellectuel personnel aussi, ils vont travailler là-dessus parce qu'il y a des opportunités. Donc, de la même façon, ils peuvent intéresser leurs étudiants, les étudiants par exemple même en géographie, aménagement, s'ils étaient impliqués et s'ils étaient exploités, il n'y aurait pas de problème de chômage. Mais aujourd'hui, par exemple, dans le domaine de l'aménagement ou du développement, les étudiants en géographie sortent, ils sont en chômage parce que tout simplement, ils n'ont pas de compétences. Et même les enseignants manquent de compétences parce qu'ils ne sont pas impliqués dans leurs propres problèmes. Si on les implique directement, non seulement les enseignants, il y aura des pôles d'excellence pour le pays dans ces domaines-là, mais en même temps, les étudiants seront formés directement dans le cadre de ces domaines de l'environnement spécifique et ils pourront continuer, persévérer et perpétuer, je voulais dire, je ne veux pas dire persévérer, perpétuer dans ces domaines-là, n'est-ce pas, non seulement pour aider les pays, mais aider leur propre carrière. Donc, c'est pour cela que nous revenons encore à ce concept d'emploi vert qui est partout au Mali que nous pouvons exploiter. D'accord, M. Bagayogo, malheureusement le temps nous fait défaut. Alors, M. Zakaria, est-ce que les chercheurs maliens s'intéressent suffisamment à la question de l'environnement? Oui, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Je pense qu'au Mali, après les indépendances, je pense que l'un des premiers instituts qu'on a mis, c'était l'économie, l'Institut de l'économie rurale. Et ça, c'était un centre d'excellence, un pôle d'excellence. Mais la difficulté qu'on dit chaque fois, c'est le financement. Aujourd'hui, on ne peut pas demander à des bailleurs aussi de financer la recherche. C'est au pays maintenant de définir ses priorités et de mettre réellement là où on a besoin. Parce que la recherche, c'est quoi? C'est par rapport à un problème qui est là. Comment maintenant, nous, les chercheurs, prendre maintenant des ressources pour faire des recherches appliquées par rapport à ça et puis résoudre nos problèmes qui nous assaillent. Malheureusement, le temps nous fait défaut. Oui, allez-y, M. Diallo, par rapport à la même question, oui. Moi, je dirais qu'il faut dépasser la recherche, mais il faut lier la recherche à l'action. Actuellement, que ce soit l'IR, que ce soit Katibougou, que ce soit ICRISAT, il y a eu assez de recherches, assez de solutions à nos propres problèmes. Mais il faut non seulement les développer, mais aller à l'échelle. C'est-à-dire qu'actuellement, le résultat de la recherche doit être exploité et exploité à fond. Le gouvernement ne fait pas ça
à hauteur de souhait. Ok, merci. Cela met fin à ce débat sur le changement climatique. Un grand merci à nos invités, Monsieur Maman Zakaria de Malifax Center, Ahmed Sekou Diallo de l'ONG AFED, Dr Sidi Lamine Bagayogo, universitaire. C'était une présentation de Fatmata Togola, la mise en onde de Mamadou Ouattara. La régie vidéo est assurée par Noundjire. C'est une réalisation et une coordination de Mohamedou Touré. Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.